très jolie. Ah, tu t'attendais pas à celle-là. Non, Et qui, par ailleurs, s'intéresse entre mon énormément slim et l'acteur. à l'adolescence, notamment à l'impact de la cybersexualité, et va nous parler aujourd'hui d'un autre sujet qui le passionne, le transgenre. Et tu as 15 minutes. 15 minutes. J'enlève ma montre pour vérifier. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et effectivement, sans transition, comme on dit à la radio, je vais vous parler de transition, c'est-à-dire de ces adolescents, ces jeunes de plus en plus nombreux qui décident de chevaucher la barrière des sexes, la barrière des genres. Et j'ai envie de vous dire que c'est un raz-de-marée, si j'en vois nos consultations qui sont absolument saturées de demandes à l'heure actuelle. Freud est mort depuis 10 ans lorsque Simone de Beauvoir a décrété dans son deuxième sexe cette sentence qui l'a rendue mondialement célèbre: on ne naît pas femme, on le devient. Quelques années plus tôt, Freud avait lui-même écrit: il répond à la spécificité de la psychanalyse de ne pas prétendre décrire ce qu'est la femme, tâche dont elle ne pourrait guère s'acquitter, mais examiner comment elle le devient. Il aurait été passionnant d'assister à un débat entre eux sur ce thème. En fait, de manière étonnante, Beauvoir se montre plus naturaliste que Freud. Elle parle de femme comme d'un être, une essence, une sorte de nature que l'on est amené à travailler subjectivement tout au long de sa vie pour le devenir ou le refuser. Alors que Freud nous renvoie à une idée paradoxale. La femme devient ce que nous sommes incapables de définir. Il ouvre encore mieux que Beauvoir ce trouble dans le genre, ce gigantesque chantier portant sur la naturalité du genre. Il anticipe cet individu contemporain qui s'affranchit des dictats des normes imposées et qui maîtrise son destin. Aujourd'hui, plus que tout, ce sont les rôles sexués en tant que tels, ce que l'on attend socialement d'un homme et d'une femme, et ce que les hommes et les femmes attendent entre eux qui sont interpellés. Être homme, être femme est devenu un gigantesque chantier, parfois fort réjouissant lorsqu'il s'agit de balancer les porcs avec l'eau du bain. Car ce questionnement sur le genre ne touche pas simplement la différence masculin-féminin telle qu'elle apparaît dans les mœurs, les manières de se comporter, les rôles et les statuts, l'organisation de la vie sociale. Chacun sait combien ces distinctions sont variables selon les époques et selon les pays, pour ne pas dire les régions et même les quartiers. Ce questionnement s'attache à la nature même de l'opposition mâle-femelle. Et c'est toute l'architecture d'une pensée, toute l'histoire d'une humanité, avec ses mythes et ses productions culturelles qui se trouvent ébranlées. La plus importante des constantes, nous disait Françoise Héritier, celle qui parcourt tout le monde animal dont l'homme fait partie, c'est la différence des sexes. Je crois que la pensée humaine s'est organisée à partir de cette constatation. Eh bien, la pensée humaine va devoir aujourd'hui faire son aggiornamento. C'est précisément cette binarité, la binarité de cette classification qui vole en éclats sous la poussée d'adolescents de plus en plus nombreux dont le slogan serait « Je choisis mon genre, ma sexualité, mon corps, ma manière d'être, de me mouvoir, de me représenter, je veux devenir ce que je suis ». Pour eux, l'anatomie n'est plus un destin. Hormones, chirurgie mutilante et réparatrice, techniques esthétiques de plus en plus sophistiquées sont convoquées pour adapter leur corps, leur genre à leurs aspirations intimes. Pour la plupart d'entre eux, le questionnement se limite à des expériences hétérosexuelles ou homosexuelles diversifiées, des émois amoureux qui portent alternativement et indifféremment sur des filles et des garçons, des expérimentations vestimentaires et capillaires des plus variées. Il s'agit de jouer au jeu de l'équivoque, de la séduction, de la provocation, tout en interrogeant la naturalité des conduites de genre. Mais pour certains, ce n'est pas du jeu. Comme me disait un de mes jeunes patients âgés de 12 ans, je ne veux pas me déguiser en fille, je veux être une fille, et d'ailleurs, j'en suis déjà une. Ils sont dans une affirmation transgenre et expriment clairement le décalage qu'ils ressentent entre ce qu'ils se sentent être et les attentes de leur entourage, fondées sur le sexe qui leur a été assigné à la naissance selon leur anatomie. Chaque énonciation est à cet égard singulière. Je suis un garçon, je suis une fille, mais je me sens garçon, ou je me sens comme un garçon, ou parfois je me sens par moments fille et par moments garçon, ou encore à la fois fille et garçon, ou bien ni fille ni garçon. Tous les écarts sont possibles vis-à-vis des normes de genre, depuis la banale expression fantasmatique « j'aimerais que », « je rêve à », jusqu'à l'énoncé d'un désir «
je veux être, et d'une conviction. La nature s'est trompée avec moi, je suis une fille emprisonnée dans un corps de garçon. Je reçois ces adolescents dans le cadre familial à ma consultation dans le service de pédopsychiatrie à la Salpêtrière ou dans le cadre d'Espace pour les jeunes adultes, une unité de psychiatrie publique dont j'ai la responsabilité, ou parfois également à mon cabinet. Pour exister dans le regard d'autrui, ces adolescents ont un besoin vital d'être reconnus, identifiés dans le sexe de leur choix. Leur propre regard dans le miroir est volontiers cruel ou incertain. Le regard de quiconque, le facteur ou la boulangère, un bonjour monsieur ou madame, va être décisif, va les assigner ou leur redonner naissance. Jim arrive en gloussant à sa consultation. J'ai l'impression qu'il vole à travers la pièce. Personne dans la rue ne l'a genré en fille aujourd'hui et tous les profs au lycée ont respecté la consigne de s'adresser à lui en garçon. Il est transporté de joie. Juliette, née Juliette, joue volontiers la provocation. Ni fille ni garçon, elle, il sera. Elle s'engendrera chaque jour comme bon lui semble. Elle, il adore rectifier monsieur quand on lui sert du mademoiselle et vice-versa. Elle, il est passé maîtresse dans l'art de l'ambiguïté. La testostérone, qu'il prend tous les jours, lui a donné une belle voix de basse, mais ses joues ont gardé un velouté de pêche. Certains jours, je ne sais plus moi-même si je suis face à une fille ou à un garçon biologique en métamorphose, et j'avoue que je n'y attarde plus, tant la délicatesse de cette personne me bouleverse. Aucune trace de folie chez cet adolescente qui comprend, anticipe, associe, transfère. Plutôt un jeu dans le jeu qu'il, elle, maîtrise avec virtuosité sans trop se perdre, elle, lui-même. Julia, devenue Joanne, continue d'être sexuellement attirée par des garçons. Elle se définit aujourd'hui comme gay, visionne des vidéos porno masculines avec délectation et rêve d'être suffisamment crédible pour fréquenter les backrooms et les saunas pour hommes. Evan et Karim économisent pour se rendre en Thaïlande, se débarrasser de son encombrant pénis, tandis que Lola, née Louis, qui a déjà reçu des implants mammaires, n'envisage aucunement de subir cette ablation. Marcel, né Margot, a la belle barbe rousse et aux pectoraux en bouclier après opération et fréquentation assidue des salles de sport, a conservé utérus et ovaires et va se rendre en Espagne faire congeler ses ovocytes dans l'espoir d'une future grossesse. Il deviendra ainsi, vis-à-vis de l'état civil, un homme qui accouche d'un enfant. Ils sont les enfants de la science, des mutants, qui savent parfaitement ce que l'endocrinologie, les techniques de procréation et la chirurgie peuvent leur apporter. Le phénomène semble devenir endémique. Les jeunes aujourd'hui googlisent. Et parfois, à partir d'items peu spécifiques comme « je ne suis pas sûr d'avoir envie d'être un garçon » ou « je déteste mes seins », tombent rapidement sur une foule de témoignages similaires, sur des blogs, des forums, des conseils, des informations, quand il ne s'agit pas de suggestions ou d'injonctions. Des signifiants tels que transidentité, queer, transgenre, gender fluide les amènent à définir, voire à anticiper les sentiments confus qui les habitent et à se préparer éventuellement à ce processus par lequel on met en accord sa vie et son ressenti qui s'appelle la transition. Transition légale qui correspond au changement d'état civil, transition médicale avec des injections d'hormones et une éventuelle chirurgie, transition sociale qui va dépendre de la bonne volonté de leur entourage et du législateur. Bon nombre de ces ados sont ainsi pris, comme tout un chacun aujourd'hui, dans une passion de l'identité qui vient border leur acharnement à la singularité. Les communautés transgenres sont importantes. Tommy a envoyé 2000 selfies pour raconter en images sa transition de fille en garçon. Conrad communique quotidiennement avec un groupe de 20 à 30 ados identifiés F2M. Eva a plus de 5000 followers sur Facebook qui suivent son parcours pour devenir femme. Tous les changements corporels sont relatés, examinés, décortiqués, encouragés. Voix, pilosité, taille des seins, accroissement du diclite. De nombreux conseils sont prodigués, marque de Binder, adresse d'endocrinologue friendly. Parfois, une collecte est organisée pour permettre telle ou telle intervention. Gender fucking, cross-dressing, cross-living. Toute subversion, toute transgression est encouragée avec enthousiasme. Alors si ces assertions comme « je suis une fille » énoncé par un garçon, interroge fortement le psychanalyste que je suis sur le sujet de l'énonciation. De quel je s'agit-il? De quel moi? De quel soi? De quel être? Dans son rapport à l'inconscient. Elles interpellent bien sûr par-dessus tout mon savoir, ma position vis-à-vis des normes et des identités.
Ces jeunes patients défient nos certitudes qui, à partir de l'existence de deux configurations anatomiques, font découler deux univers incommensurables, deux architectures fantasmatiques et surtout deux catégories de destin. Les théories ne rendent pas bien compte des atermoiements ressentis face à eux. Comment ne pas se raccrocher à des critères diagnostiques, ne pas se poser la question de leur folie face à cette conviction, ce droit exorbitant qu'ils s'arrogent de pouvoir se choisir absolument, totalement. Certes, les situations sont nombreuses et différenciées, et si certains ados flirtent avec la psychose ou un état limite, la plupart ne témoignent pas de pathologie particulière. Du reste, le DSM, en nommant la dysphorie de genre, a dépsychiatrisé le transsexualisme. La problématique transgenre se résume à la souffrance qu'elle induit chez le sujet. Il s'agit donc pour nous d'accueillir leurs demandes, de les laisser parler, de les entendre et bien souvent de les accompagner. Bien loin de ce qu'on imagine tous, d'une toute-puissance triomphale et triomphante, la souffrance, l'angoisse, bien sûr, ne sont jamais loin. Ces adolescents livrent leur corps en pâture à leur famille, à leur entourage, aux médecins. Et je pense là, et à ceux qui ont eu la chance d'avoir vu ce très beau film, le film Girl, je pense à Lara, son inoubliable héroïne, ce film qui retrace avec une infinie justesse le parcours transgenre d'un jeune danseur qui devient danseuse étoile. Nous savons depuis Freud qu'il n'est pas de sexualité normale, pas de genre qui serait régulé par une norme quelconque. Chaque être parlant va avoir à bricoler sa solution toujours unique dans son rapport au désir et par son rapport au désir, et avant tout au désir de ceux qui l'ont mis au monde. Spinoza y insistait déjà avant Freud et Lacan, l'être c'est le désir. Et ce désir n'est rendu possible que par le désir de l'autre, des autres, par l'empreinte des autres sur le sujet. Il s'agit là d'englober l'ensemble des assignations sociales, culturelles, symboliques, tout comme le désir conscient et inconscient des parents qui assignent l'enfant à une place singulière. C'est à nous d'accepter de nous laisser surprendre par la manière dont chaque sujet va articuler ses différentes identifications pour émerger dans son originalité. Pour ce qui concerne Juliette, abandon paternel, choix homosexuel tardif de sa mère, passion pour une grand-mère paysanne bourrue, bien des éléments de son histoire pourraient après coup éclairer ce trouble dans le genre, mais cela n'intéresse guère tant elle est occupée avec moi à s'autoriser à être avant toute chose. Car ces jeunes ne tombent pas bien sûr du bec d'une cigogne. Ils ont une histoire, ils ont été nommés, reconnus, aimés le plus souvent par des parents dans une famille. Ils sont inscrits dans une généalogie, comme Johanne, née Julia, qui s'est baptisée du prénom de son grand-père paternel. Si vous croyez, avec toutes vos conneries oedipiennes, que c'est à cause de lui que je suis trans, vous vous mettez le doigt dans l'œil, me dit-il en éclatant de rire. Il n'a pas tout à fait tort. Nous travaillons ensemble à ce qu'il constitue comme sujet, loin de causalité psychique du style « voilà pourquoi votre fille est muette ». Il fait peu à peu la différence entre donner du sens, ce qui le ramène à sa singularité et à ses propres aliénations, et à imposer une norme psychique universelle qui le contraindrait cruellement dans son désir singulier. Entre pression identitaire et exigence fantasmatique insatiable, je cherche à les aider à desserrer les contraintes, à détendre l'étau de la conviction pour laisser se déployer l'espace d'une conflictualité, d'une possible aire de jeu. Il y a un problème ? Ah. Je ne sais pas si c'est ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait un malaise, c'est ça ? Ah, d'accord. Je ne pensais pas vous faire cet effet. Ça va ? C'est bon ? Bon. Ça va, c'est pas grave ? Bon. Donc, entre pression identitaire et exigence fantasmatique insatiable, je cherche à les aider à desserrer les contraintes, à détendre l'étau de la conviction pour laisser se déployer l'espace d'une conflictualité,
d'une possible aire de jeu. La question posée est d'une simplicité limpide. Qu'est-ce qui nous fait nous sentir vivants, nous sentir être, avant même d'être garçon ou être fille, au-delà de notre adaptation toujours marquée de soumission à notre environnement? Lâcher nos propres théories sur la différence des sexes, ne pas être obnubilé par ce que nous voulons que cet adolescent devienne, c'est cette neutralité que ces jeunes, bien plus que mes autres patients, m'invitent à retrouver. Barthes trouvait dans le neutre l'horizon qui pousse la pensée vers l'avant et le nouveau. Il tira un de ses cours du Collège de France à ce qui ressemblerait de prime abord à un oxymore, le désir du neutre. J'appelle neutre, nous disait-il, tout ce qui déjoue le paradigme. Il entendait par paradigme l'opposition de deux termes virtuels dont on actualise l'un pour parler, pour produire du sens. Le sens naît donc d'une opposition virtuelle et non de la nature même de l'objet. Il y a une passion du neutre qui n'est pas celle de vouloir comprendre ou de consolider les dogmatismes, mais d'accueillir le spectacle du monde, à la fois, en même temps, ou qui entre en alternance. Cette manière d'accueillir la réalité est celle de l'enfant comme de l'analyste. Une attitude intérieure toujours en éveil, ni l'un ni l'autre, ni oui ni non, ni moi ni autrui, ni masculin ni féminin, mais aussi l'un et l'autre, vie et mort, activité et passivité, les deux dimensions en même temps confondues et séparées, harmonieusement enlacées. C'est le first being de Winnicott, cette aptitude innée de l'esprit qui fonde notre vie psychique, une présence au monde, une sensation d'être et rien d'autre, à la base de la découverte de soi et du sentiment d'exister. C'est l'émerveillement du nourrisson qui découvre le monde dans son infinie complexité. Vous le savez, vous le connaissez, le plus célèbre tableau de Magritte s'appelle « La trahison des images » et il représente une pipe accompagnée de la légende « Ceci n'est pas une pipe ». C'est la carte postale de ce tableau, collée au verso une photo de lui, petite fille, en soquette blanche et en robe à volant, que Tim envoie à ses parents, accompagné de la mention « Ceci n'est pas une fille ». Merci.